en main encore. Cela dit, deuxièmement, ben, juste pour compléter un petit peu le tableau que Guillaume a fait, dans mon cas, moi, j'ai, étant donné mon âge avancé, une assez longue carrière de fait en communication, toujours dans la région. J'ai été journaliste quelques années et ensuite, je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des agents de communication. Et je tiens à le dire d'entrée de jeu, les propos que je vais tenir ce matin, c'est très personnel, même si les dernières années, j'ai travaillé pour Valorisation Abitibi-Témiscamingue, ça n'engage pas Valorisation Abitibi-Témiscamingue, mais il s'agit bel et bien d'expériences vécues au travers de cet emploi-là, puis au travers aussi de mes emplois précédents, puis de ce qui m'intéresse et me motive maintenant, et qui m'intéresse vivement, un peu à l'instar de ce que Guillaume disait tantôt. Ça me passionne, cette thématique-là. Donc, ce dont je vais vous faire part ce matin, c'est un peu le résultat de mes cogitations, puis de mes recherches personnelles, puis de l'expérience vécue au travers de certains emplois, dont celui à VAP, notamment. Euh, il y a deux thèmes dans cette présentation-là. Il y en a un qui se veut d'abord et avant tout comment le sentiment d'appartenance évolue aujourd'hui, parce que c'est en train de changer, c'est en complète évolution. Et la deuxième partie touche un peu plus une approche ou je dirais une dynamique intéressante qui est en train de se développer un peu partout sur la planète et qui s'appelle l'intelligence territoriale et que je pense être capable d'aider les gens, notamment vous dans vos rôles, à, à développer des stratégies qui peuvent permettre de développer le sentiment d'appartenance et d'impliquer à chaque fois l'ensemble des ressources actives de vos territoires. Alors, la première partie, ben, effectivement, le sentiment d'appartenance, où on en est avec ça. Je vais enchaîner tout de suite en vous disant que le principal élément à retenir de ça, c'est que le sentiment d'appartenance, c'est d'abord quelque chose de très complexe parce que c'est une émotion. C'est pas quelque chose de très rationnel, c'est quelque chose qui touche d'abord le niveau des perceptions des individus. On a beau dire ça tout le temps, que les perceptions, c'est important, mais dans ce domaine-là, ça fait foi de tout. Et puis, ça va amener un individu à se comporter différemment d'un autre. Et il va avoir des distinctions fondamentales parce que, par exemple, vous avez tel ou tel bagage. Alors, on est dans le champ des perceptions. Euh, En fait, quand on a cherché à l'époque à définir le sentiment d'appartenance, la plus belle définition que j'ai pu en trouver, moi, c'est celle que Émilie Jamais a mis en place, dans le fond, au travers d'un travail de maîtrise. Et elle y a mis trois axes, en fait. Le sentiment d'appartenance se composerait d'une part de l'identité personnelle que nous avons comme individu, en fait, l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Le deuxième axe, c'est à savoir est-ce qu'on connaît la perception que notre groupe d'appartenance a de nous et en fait comment on est perçu par ce groupe-là. Et le troisième axe, dans le fond, c'est comment ça se passe au niveau de notre rapport avec le territoire. Si vous n'avez pas ces trois axes-là réunis ensemble, il n'y a pas de sentiment d'appartenance complet. Il peut même y avoir, je dirais même, des dysfonctions dans ce sentiment d'appartenance-là. Là, je sors un petit peu de la setup, là, au fond, pour aller vers un phénomène qu'on a vu durant les dernières élections américaines, puis j'essaie de faire un lien avec ça. Peut-être qu'il va être boiteux, mais pour moi, on a parlé beaucoup aux États-Unis durant l'élection de M. Trump du Hangry White Man, c'est-à-dire des hommes blancs en colère de 40 ans qui n'ont pas donné leurs intentions de vote et qui ont surpris tout le monde en faisant en déjouant les statistiques et les sondages et en faisant en sorte que le nouveau président des États-Unis, c'est M. Trump. Euh, Pourquoi je parle de ces gens-là? C'est qu'effectivement, il s'est formé au gré des années, de façon bien insidieuse, dans certaines parties des États-Unis, des groupes d'appartenance tout à fait informels d'individus qui n'ont pas réussi à, à obtenir ce que j'appellerais une image forte d'eux-mêmes, puis une image forte qui leur venait de leur communauté. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu des réflexes de protection, il y a eu des réflexes qui se sont mis en place, mais qui ont été considérés dans bien des cas comme une espèce de repli identitaire. Et aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, c'est triste à dire, mais quand vous employez cette expression-là auprès d'une certaine couche de la population,
vous allez avoir des gens qui vont vous dire que le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de dépassé même. Vous allez entendre des gens vous dire que dans le fond, c'est du repli identitaire. On est rendu avec une version péjorative, voire même presque négative, de ce que c'est que d'appartenir à un coin de pays en particulier. Euh, c'est assez préoccupant que ça valait la peine de lire un peu sur cette question-là, d'essayer de comprendre comment aujourd'hui les gens se comportent. Puis si on pense aujourd'hui à des gens, on pense aux milléniaux, à la nouvelle génération qui monte, comment ils se sentent par rapport au sentiment d'appartenance. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. En fait, donc, on retient deux choses. Il y a trois axes, l'identité personnelle, la référence au groupe et aussi qui nous dit si on a réussi ou si on ne réussit pas, et le rapport qu'on entretient avec ce territoire-là. On va y définir un par un. D'abord, l'appartenance. L'appartenance, il ne faut jamais perdre de vue qu'elle est d'abord liée à deux types de groupes auxquels nous appartenons tous. Il y a un groupe primaire qu'on appelle le Gemeinschaft. En fait, c'est votre famille, c'est le village auquel vous appartenez, où vous êtes né, avec qui vous partagez plein de choses en commun, mais qui est quelque chose d'objectif comme notion. La deuxième notion, c'est le Gesellschaft. En fait, c'est la communauté imaginée ou abstraite. Par exemple, un pays, c'est une organisation qui s'est montée de toutes pièces au fil de l'histoire, mais c'est quelque chose qui est imaginé par des gens, qui a été construit de façon arbitraire. Puis ça peut être vrai d'une association, ça peut être vrai du club d'échecs, comme ça peut être vrai aussi d'un parti politique. C'est quelque chose qui a été conçu par les humains, mais qui n'a rien nécessairement à voir avec votre groupe initial, soit le groupe primaire, et qui ressemble à votre famille ou à votre village. C'est important d'avoir ces deux notions-là en tête parce qu'elles vont jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le sentiment d'appartenance. Puis, à cette question-là, souvent les gens vont dire est-ce que ça se peut faire cohabiter les deux concepts dans une seule et même personne? Il n'y a aucune opposition entre les deux. Nous sommes tous construits ainsi. C'est-à-dire que vous pouvez penser que d'abord et avant tout, votre sentiment d'appartenance va à votre communauté de base, famille ou village, mais vous êtes sûr aussi que vous avez des allégeances à d'autres groupes qui sont plus abstraits. Mais il n'y a pas d'opposition entre les deux phénomènes. On remarque toutefois une évolution du côté du sentiment d'appartenance. Par exemple, j'ai lu quelque chose de fort intéressant là-dessus. Est-ce que ça existe encore avec Internet aujourd'hui, le groupe primaire, là, celui du village ou de la famille? Ben, en fait, c'est qu'on est en train de réaliser que le groupe primaire, il est en train de se détériorer. En fait, il est en train de sortir de la notion de territoire géographique. Les jeunes utilisent Internet aujourd'hui pour entretenir le contact avec la famille immédiate et leurs amis du pays d'origine, le premier groupe, le groupe primaire. Mais, règle générale, quand ils s'implantent dans une nouvelle communauté, on se retrouve avec des gens qui utilisent peu les médias sociaux ou Internet pour se créer, par exemple, chez les personnes immigrantes, des nouveaux amis dans leur nouveau groupe d'appartenance, le deuxième groupe, celui qui, la nouvelle communauté. Alors, c'est fascinant de voir que ça existe encore, mais quant au premier groupe, là, il n'est pas rare de voir des jeunes aujourd'hui, et c'est mon cas dans ma propre famille, parce que moi, ma fille demeure au Japon, et le groupe primaire, c'est bien sûr notre famille, et par les moyens technologiques d'aujourd'hui, le groupe primaire est fonctionnel quand même, mais on est capable d'être sur plusieurs territoires à la fois. Euh, c'est assez fascinant, mais ça fait que le groupe primaire, à l'époque, par exemple, des premiers immigrants en Amérique du Nord, la famille, quand vous la quittiez en embarquant sur le bateau, il y a de très bonnes chances que ça soit fini pour toujours. Alors qu'aujourd'hui, ce groupe-là est omniprésent, il est toujours dans votre vie, il peut être dispersé aux quatre coins du monde, mais il reste toujours le groupe primaire. Ça, quand je disais tantôt qu'il n'y a pas d'opposition à avoir, c'est un concept qui est là, qui est en évolution, mais qui n'empêche pas les gens de s'intégrer dans leur nouvelle communauté d'appartenance. Euh, Ce qui change aussi, et qui n'était pas là à l'époque, D'ailleurs, oui, Michel, j'ai une question là-dessus. Est-ce que, d'après toi, tu as la perception que les gens qui habitent notamment en contexte urbain, par des groupes d'intérêt, en fait, des communautés d'intérêt, les gens qui aiment tel genre de musique, les gens qui ont telle identité sexuelle ou quoi que ce soit, aussi, bref, des sous-groupes, que les gens s'attachent de plus en plus à des sous-groupes, les gens qui pratiquent telle activité ensemble, plutôt que à leur communauté géographique.
Je pense que tu as raison. Ce qui est remarquable là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec des gens, puis le groupe primaire est souvent un groupe entretenu par des moyens de médias sociaux, par exemple par Internet, et le nouveau groupe d'origine auquel tu vas t'associer, là, ça, c'est un groupe réel. On n'est plus dans le virtuel. Par exemple, si on fait du militantisme dans un parti politique, on est dans le concret, dans le réel, on participe à des assemblées, on est militant, on est sur le terrain, on se bat pour telle ou telle cause. Et ce groupe-là prend de plus en plus d'importance, mais dans le monde réel plutôt que dans le virtuel. Effectivement. C'est OK. bon? Euh, L'autre Oui. notion qui est en train de changer pas mal, euh, c'est la notion de territoire. Là, la notion de territoire appartenait jusqu'à il n'y a pas si longtemps aux géographes, aux urbanistes, aux spécialistes d'aménagement du territoire. Puis, dans le fond, ça pouvait se définir de façon assez simple en se disant, dans le fond, est-ce qu'on est face à un territoire aménagé ou pas aménagé? Donc, pour ceux qui sont plus vieux comme moi, là, on se rappelle d'une certaine époque où on a mis en place des plans d'urbanisme ou des schémas d'aménagement du territoire. Et il y avait deux ou trois notions de base là-dedans, assez simples, c'est-à-dire, est-ce que le territoire est aménagé ou est susceptible de l'être? S'il l'est ou s'il doit l'être, de quelle façon on va l'aménager? On résume complètement actuellement. C'est-à-dire que quand on parle de territoire, aujourd'hui, c'est un espace social. C'est donc un endroit où on idéalise les choses, où on est dans ce que j'appellerais la recherche d'un idéal pour tout le monde. Puis c'est souvent un territoire qui se définit parce qu'il n'y a pas rien que la notion de géographie, mais aussi parce qu'il y a une histoire commune. Il y a une histoire qui relie les gens entre eux. Et l'autre phénomène qui définit les territoires aujourd'hui, c'est la notion des acteurs qu'on y retrouve et qui sont donnés une gouvernance particulière dans ce territoire-là. En d'autres termes, c'est tout le rapport entre, on va voir c'est qui les acteurs tantôt, comment ces acteurs-là fonctionnent entre eux, quelles sortes de règles du jeu sont données pour fonctionner, puis faire en sorte que le territoire ait une définition commune. Fait que ça, c'était pas présent avant. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un, par exemple, peut-être certains d'entre vous vont se rappeler du fameux débat sur Abitibi-Témiscamingue, à savoir est-ce que nous sommes des Témiscabitibiens ou pas. C'était un débat qui a été quand même assez chaud il y a quelque temps. Euh, il y avait là-dedans deux grandes pensées. Il y en a une qui disait, écoutez, l'Abitibi-Témiscamingue, ça existe parce qu'on s'est toujours donné une gouvernance particulière, une façon d'être, même si les territoires sont différents, que ce soit du Témiscamingue jusqu'à l'Abitibi-Ouest. On est différents, mais néanmoins, on a un certain nombre de valeurs de gouvernance commune. Puis au nom de ça, ben, on est une région. Par ailleurs, il y avait un autre courant de pensée aussi qui disait non, on est d'abord des communautés d'appartenance primaire, c'est-à-dire ce qui nous définit, c'est justement le premier groupe d'appartenance dont on parlait tantôt. Fait que vous voyez un peu dans quelle dynamique on s'est retrouvé une certaine, à mettre en opposition, dans le fond, deux notions qui sont complémentaires l'une par rapport à l'autre. Comme ça, je ne prends pas parti pris dans ce débat-là, mais je fais simplement ajouter que la gouvernance, c'est quelque chose qui est important pour définir un territoire. Donc, retenez une chose, c'est que c'est plus rien qu'une affaire de géographie ou d'aménagement. C'est devenu quelque chose qui porte à la fois l'espace social, puis un certain nombre d'acteurs qui se donnent des règles entre eux. Ça va jusqu'ici? Parlons-en des acteurs. Oui. Les acteurs, dans le fond, règle générale, ils sont cinq. Ils sont cinq grands groupes et c'est eux qui définissent le sentiment d'appartenance, comme je le disais tantôt dans la dernière catégorie. Vous avez l'État, vous avez les collectivités territoriales, les organisations municipales que nous avons chez nous, dans notre région. Nous avons aussi les organisations de la société civile. Le club d'échecs ou le club de motoneige font partie des organisations de la société civile. Vous avez les structures intercommunales, ça vient d'un document français, donc ici l'intercommunal, disons que pour les fins de notre discussion, nous, ça pourrait être les MRC, pour prendre un exemple, ou ça pourrait être des structures comme par exemple la conférence des préfets, pour prendre un autre cas, la conférence des préfets de la Abitibi-Témiscamingue. Ce sont des structures parallèles qui chevauchent l'ensemble des communautés.
Vous avez, et ça c'est un phénomène de plus en plus important entre le rôle que joue chacun des acteurs, vous avez les entreprises privées, qui ont un grand mot à dire dans la définition du sentiment d'appartenance pour un territoire donné. Si vous êtes dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, on ne pourrait pas nier l'importance des entreprises minières dans ce que j'appellerais la gouvernance régionale. C'est des acteurs déterminants, on ne se trompe pas là-dessus. Là. Alors, vous avez donc 5 types d'acteurs. Peut-être 2 mots sur, je vais retourner en arrière 2 secondes, sur ces fameux acteurs-là. Dans les discussions qui ont eu cours dans les 2 dernières années par rapport au rôle de l'acteur État, l'acteur État a décidé, dans bien des cas, de se retirer ou de retirer ses billes de certaines activités. Ce qui fait que les acteurs, des fois, ont tendance à quitter le bord et à être remplacés par les 4 autres. Alors, quand le gouvernement, par exemple, décide, le gouvernement du Québec, que telle ou telle activité, il la confie ou en subsidiarité, il la laisse à un autre groupe d'intervenants, c'est clair qu'il y a un autre groupe d'intervenants qui va venir suppléer à l'absence de l'État. C'est comme des vases communicants tout le temps. Et les entreprises ont beaucoup à voir là-dedans. Je vais faire un petit clin d'œil là-dessus. Vous n'avez juste qu'à regarder tout le débat autour de Bombardier cette semaine pour voir à quel point une entreprise peut avoir une incidence forte sur la vie politique d'une entité comme le Québec. Je pense que les images qu'on voit depuis quelques jours nous en disent beaucoup là-dessus. Donc, je le disais tantôt, les acteurs vont prendre la place, vont essayer de trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes qui sont engendrés par l'absence ou la présence d'un autre acteur autour de la table. Et ça va finir par créer quelque part un sentiment d'appartenance à une région parce que on est censé avoir là un lieu qui représente l'ensemble des valeurs de ces 5 composantes-là. C'était le bout sur la question. Je pense qu'on pourrait même prendre des questions sur la question du sentiment d'appartenance. Je ne sais pas si c'est clair pour tous. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations sur cette première partie? Ça a l'air d'aller. Ça va, Guillaume? Okay. Oui, tout a l'air de bien fonctionner. S'il y a pas, si vous avez quelque chose à dire ou que vous n'avez pas le temps, par exemple, avant que Michel reprenne de texter ou de mettre quelque chose en clavardage, vous pouvez juste utiliser la petite main là, pour lever la main dans votre état là, en haut à gauche. Bref, okay. Comme bon vous semble. Deuxième partie, en fait, c'est comment l'intelligence territoriale, ça peut venir en aide aux gens qui travaillent sur le sentiment d'appartenance. Puis d'abord, avant tout, il faut définir ce que c'est que cette notion d'intelligence territoriale-là. Vous allez voir, si vous cherchez le mot, vous allez googler ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a pratiquement, je ne sais pas, j'oserais dire, là, facilement une dizaine de définitions différentes. Alors moi, quand j'ai regardé le concept, à l'époque, on était à VAP, on essayait de chercher une approche particulière pour valorisation Abitibi-Témiscamingue. Et on a découvert l'intelligence territoriale, puis on s'est rendu compte qu'il y avait là-dedans à boire et à manger pour nous, puis on était capable de faire un bout de chemin pour travailler sur le sentiment d'appartenance. D'une part, en fait, c'est un nouveau concept. Oui, la définition est encore un petit peu large, mais moi, je pense, je fais partie des gens qui pensent que ça peut venir en aide au développement du nouveau sentiment d'appartenance. Parce que, je vais résumer en disant ce que je vous ai dit tantôt. Sentiment d'appartenance aujourd'hui avec des variables à 3 axes, comme celle qu'on disait tantôt, c'est-à-dire l'individu, le territoire qui est en évolution actuellement, qui n'est plus juste un lieu géographique, et aussi le groupe d'appartenance auquel vous êtes et comment vous êtes perçu par ce groupe-là et comment vous percevez vous-même. Ça, c'est en train d'évoluer actuellement. Et puis, avec le rôle qu'ont les acteurs, bon, on est certain d'une chose, c'est qu'il faut faire jouer en sorte de façon harmonisée l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette notion d'intelligence territoriale-là à VAP, pour essayer de voir si ça ne pourrait pas nous rendre de grands services pour que le sentiment d'appartenance, qui est un petit peu ébranlé, continue de se développer quand même. Puis une des définitions les plus simples que j'ai trouvées du concept d'intelligence territoriale, c'est une espèce de forme de c'est une des formes de co-construction du savoir que partagent les gens sur un même territoire donné, un même groupe d'appartenance donné. Bon, il y a 3 dimensions là-dedans. Il y en a une qui est temporelle, il y en a une qui est spatiale, puis l'autre qui est organisationnelle, puis ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit tantôt.
Dans le fond, la dimension temporelle, c'est évidemment, on prend en compte dans l'intelligence territoriale une chose, c'est que le temps, c'est composé d'un avant, mais disons que c'est la perspective historique. D'un après, ça, c'est le futur, puis c'est notre développement qu'on planifie, puis il y a une durée dans le temps pour tout ça. Fait que, il y a d'une part la prise en compte des événements du passé qui expliquent l'état actuel du système et sa dynamique. Puis ça, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas travailler dans le développement de votre milieu, de son sentiment d'appartenance, si vous faites table rase de tout ce qui a été fait par le passé, vous devez absolument en tenir compte dans ce qui s'en vient. Ensuite, ben, en faisant des projections sur l'avenir, il faut que vous ayez des scénarios prospectifs pour guider les décisions. Puis, chez VAT, pour prendre un exemple bien, bien précis, ce qu'on disait, c'est qu'il faut induire une notion qui vient du management puis qui n'est pas présente si souvent que ça dans nos vies. C'est d'être capable de. On a une petite mise en pause de caméra. Est-ce qu'on m'entend toujours, Guillaume? Oui, Ah, oui, OK, on te parfait. voit et on t'entend. Parce que c'est ça, moi, je ne te voyais plus. Donc, c'est ça. On a dit à un moment donné à VAT, une des choses qui était parmi les plus importantes pour développer le sentiment d'appartenance, c'était de se donner des indicateurs de performance. Fait qu'on a emprunté ça au domaine du management pour arriver à dire, à la fin, Oups, Michel? Michel? Oups, Michel a quitté l'activité. Cette valeur, c'est lui qui est en train de parler. Donc, on va sûrement devoir compter. Je vais couper sa phrase en deux, ma foi, dans le vif. Jusque-là, tout le monde, ça va? Pour les autres, là, vous suivez? Excellent, oui. Bon, alors, Michel. c'est revenu. Alors, Michel, oui, on t'a perdu un peu. Est-ce Si que ça jamais, fonctionne, si jamais ça Guillaume? refait ça, oui, on t'entend et on te voit. Si jamais ça refait ça, tu peux toujours te rebrancher par téléphone pour poursuivre, Michel. Comme ça risque d'être encore plus facile pour toi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Toi, tu nous entends? Ça fonctionne? Moi, je t'entends. OK. Oui. Je t'entends par bribes seulement, mais je vais continuer. C'est bon? Oui, continue. OK. OK. Alors, je continue avec l'intelligence territoriale. Donc, est-ce que tu peux me redonner l'accès pour la présentation? J'ai plus les flèches pour manœuvrer. Voilà. OK. Merci. OK. Deuxième aspect, donc, je disais que VAT avait pris le taureau par les cornes dans une perspective où on se retrouvait avec une problématique au niveau du fait que certains organismes porteurs de la notion de région avaient été disparus et il fallait qu'on ait une réflexion stratégique. Et là-dessus, c'est pour cette raison-là qu'en septembre 2015, on a abordé la question de l'intelligence territoriale pour essayer de voir comment on pourrait s'en servir pour développer le sentiment d'appartenance. Alors, on s'est donné notre propre petite définition à VAT de ça en puisant au travers des définitions existantes. On s'est dit qu'au fond, l'intelligence territoriale, c'était le développement local, mais qu'il fallait accompagner d'une culture de veille. Euh, et la culture de veille, je vous dirais, c'est beaucoup à l'époque, puis c'est encore vrai aujourd'hui, avec la présence de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue qu'on pouvait faire ça. C'est-à-dire que le développement local, c'est une Michel? valeur. Le développement régional, c'est une valeur. Mais si on ne l'accompagne pas d'une connaissance pointue de notre territoire, on. Oui, ça va, Guillaume? On a un petit problème de son, là, de connectivité, là, je pense, avec ton. Là, c'est meilleur.
Écoute, si jamais ça recoupe là, à nouveau, si tu veux juste là, te brancher par téléphone pour la suite, parce qu'il y a des fois des bouts de phrases là, qu'on s'est trouvé à manquer. Là. OK. Tu préfères que je me branche comment? Par téléphone, sans prendre trop de temps sur cet aspect-là, il y a ton micro, Ouais, qui est le petit icône de micro qui est en haut à gauche. ouais, Tu as le triangle juste à côté. En cliquant sur le ouais. triangle, tu fais afficher les infos téléphoniques, la dernière ligne en bas. À ce moment-là, ça te donne un numéro sans frais à appeler OK. avec un code de conférence. Tu tapes ces éléments-là avec ton téléphone et à ce moment-là, tout le micro passe par ton téléphone et ce que tu entends aussi va passer par téléphone. Le système va le reconnaître automatiquement. OK. OK, on verra. Donc, de toute façon, je vais aller rapidement sur les choses. J'espère qu'on va garder une connexion de qualité. Donc, c'est ça, une culture de veille comme... À date, c'est bon, hein, ça peut aller, oui. OK. Donc, une culture de veille, c'est pour nous, c'était très important, par exemple, pour Valorisation Abitibi-Témiscamingue, d'aller chercher ce que l'Observatoire pouvait fabriquer comme données, parce que si vous n'avez pas développé une veille, vous ne connaissez pas les intrants avec lesquels vous devez travailler en intelligence territoriale. Puis pour VAT, la matière première, c'était les données démographiques. Quand on était à travailler, par exemple, à planifier nos activités, il fallait qu'on regarde quelle était la question ou les résultats de la migration interrégionale pour savoir si nos jeunes quittaient la région ou s'ils revenaient dans la région et comment ils se déplaçaient dans la région. Et ça, c'est l'Observatoire qui, par son habitude de veille des données démographiques, nous le donnait. Alors, à partir de ça, par exemple, sur les données démographiques, nous, on s'est donné des stratégies et des indicateurs clés de performance. Euh, on a pris là-dessus, par exemple, pour des activités de recrutement à l'extérieur de la région, des cibles raisonnables, des cibles peut-être petites, mais on savait qu'on travaillait, par exemple, sur la recherche de ressources spécialisées dans certains cas. Et je vais vous donner un exemple. La semaine ou les 3 semaines, des agents de migration de la région, notamment au Témiscamingue, sont allés chercher des candidats en médecine vétérinaire de façon très, très spécifique pour répondre aux besoins du Témiscamingue. C'est un peu ce genre d'approche-là. C'est que vous regardez clairement où sont les besoins et vous appuyez ça sur des données démographiques et vous allez chercher des indicateurs de performance à partir de là. C'est très important. La deuxième notion qui est derrière ça, c'est la notion de compétence participative. Une des choses qui marche le mieux, vous avez vu tantôt qu'il y a 5 types d'acteurs, mais une compétence participative chez les citoyens, c'est quelque chose qui actuellement doit être développé. Et quand on dit compétence participative ici, on entend par là participer aux prises de décision, aux assemblées publiques, à la prise de décision de façon large, que ce soit au niveau municipal ou au niveau des organisations de la société civile. Et il faut surtout prendre en compte les connaissances des acteurs du milieu de façon continue et régulière. Je m'assurerais, moi, là-dessus, que quand on est à organiser un événement, par exemple sur le développement socio-économique, vous ayez autant de gens qui vont venir vous parler de l'époque de 1920 ou de 1930 et qui vont vous parler de la mise en place des premiers moulins à scie artisanaux dans les petites communautés, que quelqu'un qui va vous parler des programmes d'aide financière. Bon, donc finalement, on s'est donné ça en 2 temps et à VAT, on a défini aussi qu'il nous fallait des normes qualitatives et pas juste des normes quantitatives et qu'il fallait connaître aussi les fonctions remplies par les partenaires. Il est absolument capital que quand vous regardez autour de vous, vous assuriez en intelligence territoriale que vos partenaires, vous connaissiez leurs fonctions afin de ne pas dédoubler. Les ressources sont rares de plus en plus de nos jours et on a tendance souvent à réinventer à vous et à dédoubler ce qui existe déjà. Donc, c'est reconnaître les réseaux existants dans la mesure où ils souscrivent au même idéal de concertation que votre organisation puis qui cherchent des résultats qui sont mesurables. Un autre élément qu'on a ajouté, nous autres, aux activités de VAT, c'est la médiation culturelle. C'est-à-dire qu'on s'est dit que dans chaque événement ou activité, projet qu'on mettait sur pied, on organisait des événements à l'intérieur desquels il y avait toujours de la place pour une forme de médiation, de présentation artistique ou culturelle. Et c'était devenu pendant 1 an et demi un peu notre façon de faire. On a aussi en intelligence territoriale une autre notion. Tantôt, je parlais que l'aménagement du territoire, c'était surtout relié à des notions de géographie. Ce
qui serait l'idéal aujourd'hui dans un monde où on voudrait voir toutes les connaissances du milieu être mis en place. Imaginez une carte du territoire sur laquelle vous pourriez retrouver non seulement les usages actuels, par exemple le récréo-touristique, les zones de développement urbain. Vous pourriez retrouver aussi des notions historiques sur des cartes géographiques et aussi dans des banques de données. On avait aussi, et on le voit dans plein de définitions, la fameuse notion de concept de développement durable qui est omniprésente, puis l'adoption aussi de critères éthiques pour être capable de gérer les 5 groupes d'acteurs dont on parlait tantôt, ceux du début de la présentation. On s'était donné une espèce de grille au fond, ou d'outils ou de cycle de travail là-dedans. Le premier cycle, c'est la participation citoyenne. Le deuxième, avec toutes les notions que je viens d'évoquer, comme la médiation culturelle, la prise en compte des réseaux de concertation existants, l'éthique et tout ça. Ensuite, toute la planification stratégique basée sur la veille stratégique, la définition d'indicateurs de performance, je vous en ai parlé un peu tantôt. La gestion de projet, c'est se donner un tableau de bord pour suivre nos indicateurs. Est-ce qu'on a réussi à trouver les 10 personnes, les travailleurs spécialisés qu'on cherchait? Une approche de marketing territorial. Vous pouvez prendre comme marketing territorial ce que fait Cultura actuellement. C'est une forme de marketing territorial. Une mesure des résultats. Donc, si on se donne une planification d'un an, 2 ans, est-ce qu'on est capable de mesurer nos résultats et d'ajuster notre structure et de recommencer avec un cycle de participation citoyenne? C'est un peu ça qui est le cycle de travail en intelligence territoriale. Pour terminer sur quelque chose qui explique un peu comment on a appliqué le concept à l'époque chez Valorisation Abitibi-Témiscamingue, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire la présentation. J'ai un hyperlien ici. Ça conduit encore, c'est encore présent sur le site de Valorisation Abitibi-Témiscamingue. On avait adopté l'idée pour organiser un événement pour les jeunes et l'histoire, pour que les jeunes s'approprient leur histoire régionale. On avait pensé à faire de la médiation culturelle. Et je vais essayer de vous mettre ça en lien tout de suite, quitte à vous faire jouer quelques secondes. On avait une production vidéo qui avait été réalisée par Éric Morin avec la musique de Philippe B. Et un danseur traditionnel autochtone. Ça servait un peu de moteur pour le recrutement de personnes lors de notre événement qu'on organisait sur les jeunes et l'histoire. Le lien est là. Il n'est pas nécessairement cliquable, mais si la présentation, je vois le petit curseur qui se promène, je ne sais pas si tu es capable, toi, Guillaume, de présenter ça. Ouais, non, ça c'est moi là qui. Ouais. Je vois qu'effectivement, le lien n'est pas cliquable puisque dans la version qu'on a là, il n'est pas possible là, de le placer en hyperlien. J'essaie, non, c'est ça, je n'ai pas accès à. Ce qu'on pourrait faire, en fait, ça serait de, s'il était possible de le copier-coller là, dans le clavardage. Et à ce moment-là, si tu l'as, là, Michel, de ton côté, et en le mettant en clavardage, à ce moment-là, si on donne un petit 3-4 minutes, tout le monde, on peut se dire, on clique sur le lien. Et donc, chacun a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. On le regarde quelques instants et on revient à notre fenêtre de VIA. C'est ce qu'on pourrait faire. Moi, je vais te faire une suggestion parce que c'était ma dernière planche à présenter. De toute façon, le lien va être accessible aux gens, ce que je comprends bien. Puis je vous inviterai à aller le voir parce que ça va vous amener à une présentation vidéo où on voit un danseur traditionnel algonquin, c'est Jeffrey Papati, qui s'exécute au Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda. Puis c'est devenu un peu notre teaser pour notre campagne et c'est été notre façon de faire de la médiation culturelle. Pour inciter les jeunes à s'inscrire à ce colloque-là qui s'est tenu en 2015, je crois. Alors, voilà. C'est là-dessus que ça se conclut. Je voudrais juste dire en terminant que ce concept-là d'intelligence territoriale, dans le fond, si vous retenez l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que, compte tenu du groupe d'acteurs qui est absolument capital d'avoir aujourd'hui pour définir un territoire, j'en ai nommé 5 tantôt. L'intelligence territoriale, ça vous oblige à prendre en compte les 5 acteurs et non seulement ce que j'appelle les habitués du développement. Un colloque sur les jeunes et l'histoire, pour nous, l'événement dont je parle ici, ça nous a permis d'aller chercher des jeunes du cégep, des jeunes aussi des étudiants de l'UQAP et des passionnés d'histoire d'un peu partout de la région, puis de les réunir dans une salle et de leur permettre d'avoir, pour une première fois, dans le cas des jeunes du cégep et même dans le cas des étudiants de l'UQAP,
ben souvent de participer à un événement où on sollicite leur point de vue, puis ils font des apprentissages autant sur leur histoire que sur la culture, que sur toute autre notion. Et c'est ce qui est important de retenir. Il y avait aussi des maires dans la salle qui ont côtoyé des étudiants, qui étaient au-delà d'une centaine à ce moment donné-là. Et tout ça fait en sorte que les acteurs se réunissent dans une seule et même salle et on ne se retrouve pas juste dans le circuit fermé des agents qui agissent soit au niveau politique, au niveau du développement socio-économique, mais bel et bien avec une population plus large, surtout des jeunes qu'on veut initier à la compétence participative. C'est un petit peu ça le concept d'intelligence territoriale. Et tout en associant les gens à ça, le grand mérite que ça a, c'est que ça tient compte de la nouvelle notion de sentiment d'appartenance. Alors, c'est un peu la petite démonstration que j'essayais de vous faire ce matin. Fait que, voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, mais j'arrêterai ici. Il y a sûrement des questions, des commentaires avec les participants qui sont branchés, qui sont directement en lien avec les sentiments d'appartenance. Alors, on vous écoute en clavardage. Vous pouvez écrire ou encore en allumant votre micro, en cliquant sur la petite main. Alors, merci beaucoup. Vraiment super intéressant, instructif de dire Élie. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, interrogations ou qui abondent dans le même sens que Michel? Je vois ici. Alors, Chani, oui, on te donne la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. OK. Vous parliez tout à l'heure, M. Desfossés, que vous prévoyez des indicateurs de performance pour vérifier, dans le fond, si vous avez eu l'impact recherché. Ce que je voulais savoir à travers les projets, des exemples que vous avez présentés pour ce qui est de VAT, est-ce que vous avez passé à travers un processus d'évaluation pour vérifier justement l'impact? Est-ce que les indicateurs fonctionnaient? Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça a donné? Malheureusement, le cycle ne s'est pas complété. Dans notre cas à nous, compte tenu des changements et des chambardements que l'organisation connaissait à cette époque-là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du cycle complet. Mais disons que la perspective dans laquelle les choses se font, puis on sait qu'en management, ça se fait comme ça, on aurait pu, si on en avait eu le temps et que les événements nous l'auraient permis, faire le bilan d'une année complète d'événements d'intelligence territoriale et de voir si effectivement on réussissait à atteindre nos objectifs. Mais on n'a pas pu boucler la boucle. Une bonne question. Est-ce que il y a Elisabeth qui arrive qui dit est-ce que la diapo précédente est disponible quelque part? En tout cas, elle va être dans la présentation. Puis la propriété de l'outil, évidemment, revient à Valorisation Abitibi-Témiscamingue. On l'avait conçu à l'époque. Donc, pour son utilisation, je pense, dans d'autres événements, si ça vous plaît, je pense qu'il faudrait parler avec Catherine Turcotte de ça. Mais l'outil existe toujours, là, tel que vous le voyez là. En fait, et c'est ça, pour des gens qui voudraient simplement la revoir ou la voir plus précisément, parce qu'elle est petite, là, les écritures qu'on voit dedans, l'ensemble de la présentation de Michel, le PowerPoint qu'on voit là, va être disponible sur le site Internet là, dans l'onglet Espace membre tantôt. Cet après-midi, je vais la mettre. Et puis, dès que, dans le fond, la VIA va être exportée, probablement d'ici 24 heures, ça va être mis aussi là, sur Espace membre pour ceux qui voudraient avoir aussi là, réentendre là, la VIA en tant que telle. Donc, ça va être possible de pouvoir l'avoir un peu plus gros là, sur votre écran. Il y a beaucoup de choses, hein, Michel, là, dans l'ensemble de ce que tu as présenté sur une demi-heure environ. Les acteurs, croiser les acteurs, réussir à faire en sorte qu'il y a différents courants qui traversent une communauté qui n'est plus nécessairement juste géographique. Il y a beaucoup de stocks qui sont matière à réflexion là-dedans. J'imagine pour quelques-uns que ça résonne particulièrement là-dessus. Michel a quitté. Décidément, le niveau de connexion n'est pas facile pour Michel ce matin.
En attendant qu'il se branche à nouveau, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui auraient une intervention à faire? Fanny, oui. Je me permets un autre commentaire. En fait, ce que moi, parce que c'est sûr, quand on écoute des choses comme ça, on essaie de le transférer dans notre pratique puis notre quotidien, voir qu'est-ce qu'on est capable d'utiliser. Puis ce que je vois là, l'intelligence territoriale, c'est une espèce de cadre de référence sur lequel on peut s'appuyer pour démarrer un projet ou mettre en œuvre une action dans laquelle on a besoin de l'engagement de partenaires, par exemple. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très transférable dans beaucoup de situations, même si c'est pas nécessairement qu'on s'adresse à des citoyens. Je pense que ça peut s'adresser à des concertations, par exemple. Donc, c'était mon commentaire. Je trouve que c'est vraiment intéressant puis que c'est facilement, ben, facilement. Il faut s'arrêter et réfléchir, mais ça peut être transférable dans d'autres contextes. Puis les conditions dans lesquelles M. Desfossés expliquait là, qui facilitent un peu l'application du concept, je pense que c'est quelque chose d'intéressant là, pour réfléchir, puis différent aussi pour réfléchir la mise en œuvre d'une action, par exemple. Je viens de rejoindre. Oui. Bien, en fait, c'est ça, Michel, tu t'entends bien? Michel?